Merci beaucoup, merci de m'accueillir ici pour présenter ce cas de lecture pour tous. Merci d'être venu m'écouter. J'espère que ce cas d'une émission télévisée qui est consacrée à la littérature pourra vous intéresser et je vais parler de maisons d'écrivains d'une façon ou d'une autre. Effectivement, ça fait partie des paramètres qui seront englobés dans la présentation ici, des modalités selon lesquelles il y a une sorte de représentation de la littérature à la télévision et cela se fait via la figure de l'écrivain, puisque je vais prendre, mes analyses vont se faire sous l'angle de l'entretien d'écrivain. Alors, diffusée pour la première fois le 27 mars 1953, l'émission Lecture pour tous introduit la littérature à la télévision française. S'il propose des chroniques et des reportages, ce programme hebdomadaire repose avant tout sur l'interaction qui a lieu entre ces deux animateurs, Pierre Desgros et Pierre Dumayet, et les écrivains invités à parler de leurs livres. Dans sa scénographie, Lecture pour tous mobilise en ce sens massivement l'entretien d'écrivains. Il y va dès lors d'un mode d'accès spécifique à l'œuvre de l'écrivain, qui n'est ni la critique savante, ni la chronique journalistique, que configure le support médiatique télévisuel. En particulier, Lecture pour tous se construit dans le dialogue entre des imaginaires liés d'une part à la télévision, d'autre part à la littérature. Elle constitue, ce faisant, un lieu où se joue la rencontre de l'homme de lettres, des institutions littéraires et médiatiques et du public. Dans le contexte d'une émission telle que Lecture pour tous, la diffusion de la littérature se joue à travers un cadre générique déterminé, c'est l'entretien, et une figure tenue pour incarner la littérature, l'écrivain. En s'emparant de l'entretien d'écrivain, la télévision met sur pied un dispositif inédit qui implique un ajustement du genre de l'entretien au support médiatique et qui accouche d'effets jamais expérimentés alors dans le cadre de ce genre-là. Autrement dit, quoi qu'il leur soit apparenté sur le plan générique, l'entretien télévisé diffère des entretiens qui sont par exemple parus dans la presse ou bien diffusés à la radio, voire édités sous forme de livres. Donc c'est une série de médias qui relaient l'entretien d'écrivains. Le cas de Lecture pour tous, programme dont la naissance coïncide historiquement avec l'expansion de la télévision en France, ainsi qu'avec un mouvement de démocratisation de la culture et de mise en place de nouvelles logiques commerciales dans le monde éditorial, propose une manifestation singulière de la figuration de l'écrivain au petit écran. Dans ses modalités de mise en scène de l'homme de lettres, le projet dirigé par Desgros et Dumayet nourrit l'ambition de montrer complètement ce dernier. Au carrefour d'un genre qui repose sur un attendu d'authenticité et de véridicité, d'une part, et du support audiovisuel qui s'inscrit sur le plan imaginaire dans la visée d'une expérience totalisante, d'autre part, Lecture pour tous donne aux téléspectateurs l'impression de faire connaissance avec l'écrivain. Pourtant, parce qu'elle est soumise à un cadre générique et à un dispositif médiatique donné, le dessein d'une représentation complète semble voué à l'échec ou en tout cas à nuancer. C'est pourquoi il peut être avancé, ce sera mon point de vue, que d'un point de vue esthétique, une telle recherche de montrer l'écrivain complètement se joue davantage en termes d'intensité que de totalité. L'écrivain serait montré complètement parce qu'intensément, l'intensité ressortissant à l'ordre de l'effet produit par le dispositif de l'émission sur le téléspectateur. La diffusion de la littérature à la télévision se produirait dès lors sur le mode d'une amplification de l'efficacité du genre, de l'entretien, qui se traduit pour le téléspectateur par l'intensité d'une rencontre avec l'homme de lettres. Il s'ensuit que l'exposition de l'écrivain à Lecture pour tous peut paradoxalement le doter d'un surcroît d'aura aux yeux du téléspectateur qui s'en ferait dès lors une idée authentique. Ce serait, en tant qu'il se redéfinit à travers le processus réglé de l'entretien dans l'émission, que l'écrivain est intensément vu. La télévision confronterait dès lors un horizon axiologique qui a trait à la visibilité, c'est là le côté télévisuel, au régime de valeurs qui fondent une conception aristocratique de la littérature, par exemple, telle que Julien Gracq les défend 3 années avant l'avènement de Lecture pour tous dans son pamphlet « La littérature et l'estomac » et qu'il avoue trahir dans un entretien précisément avec Jean Carrière. Julien Gracq lui dit « La littérature à proprement parler n'est plus qu'un des ingrédients, quelquefois seulement un des condiments, qui entrent dans les composantes de la vie littéraire. Et vous voyez que vous-même, Jean Carrière, en m'interviewant, vous me faites faire un pas de plus en direction du vice. » Alors, le premier temps des analyses consiste à déployer le programme esthétique que fixent Desgros et Dumayet pour l'émission qu'ils produisent.
En raison des effets qu'est susceptible d'engendrer le genre, d'une part, et des propriétés du médium télévisuel, d'autre part, il convient d'évaluer cette ambition déclarée de montrer complètement l'écrivain dans Lecture pour tous et de proposer de la déplacer donc en émettant cette hypothèse d'une expérience intense plutôt que totale de l'entretien. Cette hypothèse est ensuite mise à l'épreuve dans un examen des manières de faire l'entretien, tant sur le plan du développement du discours que sur celui des usages du dispositif technique. Le principe d'intensité s'y retrouve dans l'entreprise de dramatisation de l'échange menée par l'équipe de Lecture pour tous. Cette entreprise de dramatisation concorde avec l'entrée de l'écrivain dans un régime de vérité qui n'est pas celui cognitif de l'argumentation discursive, l'exactitude du dire, mais celui affectif d'un prétendu dévoilement de soi. Dans le même sens, l'entretien télévisé exploite les possibilités de révéler le texte littéraire sous son jour matériel, d'une matérialité qui est sonore et visuelle, comme on va le voir. L'étude des usages qui peuvent être faits de l'entretien dans Lecture pour tous conclut le parcours en envisageant les conséquences d'une diffusion du discours littéraire modalisé par la scénographie de l'émission, en particulier sur la réception du texte ou, pour se saisir du phénomène par l'autre bout, du point de vue d'un discours critique télévisé sur l'œuvre littéraire. C'est donc essentiellement dans une perspective esthétique que se situe ce travail, qui s'inscrit dans un cadre plus large consacré, comme on l'a dit, aux interactions entre les aspects génériques et médiatiques de l'entretien d'écrivain. Alors, j'en viens à ce premier point, l'entretien d'écrivain à la télévision. Historiquement, l'entretien d'écrivain naît au cœur de la civilisation du journal. Ainsi, en 1891, l'enquête sur l'évolution littéraire menée par Jules Huret consiste l'un des premiers témoignages de l'acquisition par l'interview d'une fonction spécifique qui est une forme d'investigation journalistique du littéraire. À ce titre, le genre se situe à la croisée des discours littéraires d'une part, journalistiques de l'autre, et peut être qualifié d'hybride. Dans le cas de Lecture pour tous, l'hybridité du genre tient de la conjugaison du support télévisuel en tant que médium qui entraîne certaines pratiques, au discours de l'écrivain, toujours susceptible de relever précisément du discours littéraire. Dans l'entretien est attendu que l'auteur corresponde avec son œuvre. C'est pourquoi celui-ci est contraint de composer avec une image préalable qui est reportée sur sa personne. On s'attend à voir quelqu'un, à voir l'auteur de tel livre, et c'est pour cela qu'il renégocie dans son discours, qu'il s'agisse de son œuvre ou des propos qu'il tient dans l'entretien, cette image préalable. Il y va dès lors d'un présupposé de continuité entre l'homme, l'auteur et son œuvre, qui joue à plein dans la réception de l'entretien, et que Philippe Lejeune, dans son essai sur l'autobiographie, exprime de la manière suivante. Si le style est un reflet de la parole parlée, n'était-il pas passionnant de saisir l'origine perdue, on parle là des entretiens radiophoniques, de boucler la boucle en faisant ressurgir cette voix filtrée par l'écriture dans un exercice de diction qui en donnerait la quintessence. On va voir, ça va être illustré avec les lectures de textes lors de l'entretien par l'écrivain lui-même. La concordance entre l'épitexte, en l'occurrence l'entretien, et l'œuvre instituée a lieu d'être en vertu d'une superposition d'instances. C'est celle que Dominique Magnaud appelle personne, l'individu doté d'un état civil, l'écrivain, qui est l'acteur qui définit une trajectoire dans l'institution littéraire, et l'inscripteur, l'énonciateur du texte. Ces trois instances qui concourent à la présentation de soi d'un écrivain permettent en effet d'envisager la continuité entre le style et la parole parlée de l'auteur. L'auteur d'œuvres littéraires qui parle dans l'entretien continue d'être la personne, l'écrivain et l'inscripteur associés à son œuvre littéraire. C'est sur une telle continuité que repose la diffusion de l'œuvre littéraire à la télévision, et c'est en ce sens que l'écrivain y incarne la littérature comme porteur des marques du discours littéraire. Dans cette optique, l'entretien d'écrivain est une réponse possible à la grave question qui se pose au moment de porter à l'écran le discours sur la littérature. Comment y représenter ce qui la symbolise le mieux dans l'imaginaire du téléspectateur moderne, le livre? Autrement dit, comment l'objet livre peut-il être intégré au spectacle télévisuel? Bernard Pivot, dont les émissions, ouvrez les guillemets, apostrophe et bouillon de culture ont fait les beaux jours de la littérature à la télévision, concède ainsi que le livre, s'il apparaît à l'écran sous sa forme parallélépipédique, dit-il, vraiment comme cet objet qu'il est surtout représenté par son auteur, son géniteur. C'est un peu comme un père et son enfant, ils se tiennent par la main. Voilà le point de vue de Bernard Pivot, comment faire apparaître le livre à la télévision. Il découle de la situation d'entretien télévisé une superposition, ou en tout cas un croisement de deux plans axiologiques,
l'un qui est propre à la littérature, l'autre à la télévision. Parce qu'elle l'offre à la vision d'autrui, la télévision fait en effet entrer l'écrivain dans un régime qui est de l'ordre de la visibilité. Dès lors, l'écrivain est tenu de négocier, tant avec les valeurs de la reconnaissance littéraire qu'avec celles de la reconnaissance du grand public, l'une et l'autre ne coïncidant pas nécessairement, comme le rappelle Nathalie Heinisch, et là je la cite. La reconnaissance du grand public, dit-elle, c'est mettre un visage sur un nom, n'est pas la bonne monnaie de la reconnaissance littéraire, qui est confirmer la valeur de l'œuvre, laquelle doit passer par l'approbation des pairs et des spécialistes. Sans être tout à fait nouvelle, puisqu'elle existe depuis que la presse périodique documente l'entretien au moyen de photographies de l'auteur interviewé, la conjonction de la reconnaissance littéraire et de celle du grand public induit un ajustement des modalités de légitimation de l'écrivain, susceptible et parfois suspecté de jouer sur les deux tableaux. Alors, qu'en est-il de la télévision, spécifiquement ? La diffusion de la littérature dans Lecture pour tous s'opère dans le contexte des premières années de la télévision en France. Bien que le téléviseur soit une réalité technique dès les années 30, l'acte de naissance officiel de la télévision française intervient en 1949, année où la radiodiffusion française devient la RTF, radiodiffusion télévision française, qui dépend de l'État. Du point de vue des pratiques liées au petit écran, les années 50 marquent le passage d'un objet de laboratoire à un objet de plus en plus convoité. À la fin de la décennie, la démocratisation du téléviseur est largement entamée, et une fois le citoyen devenu téléspectateur, son assiduité est exceptionnelle et montre que le petit écran prend rapidement pied dans les temps quotidiens. Alors, la télévision s'inscrit dans une économie des loisirs et dans une logique du service public sur laquelle se greffent des logiques éducatives et culturelles. L'élan d'expansion de la télévision se poursuit d'ailleurs au cours des années 60, qui est donc la période qui nous intéresse encore pour Lecture pour tous, la totalité du territoire français étant couverte par la première chaîne en 1961. L'entretien d'écrivains, qui fait écho aux finalités éducatives et culturelles que fixe la chaîne nationale, n'arrive pas à la télévision sans avoir au préalable expérimenté d'autres formes médiatiques. C'est pourquoi d'aucuns ont par exemple pu estimer que Lecture pour tous, et là je cite un critique qui visiblement n'apprécie pas l'émission, Lecture pour tous est le type même de l'émission radio du type blablabla qui n'a rien à faire à la télévision. Certes, avant d'investir le petit écran, Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet ont fait leurs armes sur les ondes avec l'émission Domaine français. Ils prétendaient dans cette émission transposer avec les moyens de la radio la structure d'un magazine spécialisé comme le magazine littéraire. Les animateurs entendent cependant jouer pleinement des possibles qu'offre la télévision. Desgroupes signale ainsi qu'il ne faut pas oublier que la télévision venait alors, à ses débuts, de la radio. C'était une révolution d'amener ce quelque chose en plus qu'étaient les images dans un entretien. Héritier du modèle radiophonique lui-même inscrit dans le sillage de la presse spécialisée, l'entretien dans Lecture pour tous compose de surcroît avec les propriétés du support télévisuel. Situé au carrefour de la presse écrite, de la radio et de la télévision, la mise en scène de l'entretien dans Lecture pour tous traduit son fonctionnement intermédial, dans le sens où un média recèle en soi les structures et les possibilités qui ne lui appartiennent pas exclusivement. Elle procède dès lors d'une négociation de l'écart qui sépare et distingue les différents dispositifs médiatiques en présence. Lecture pour tous tient ainsi compte de la presse écrite, jusqu'à l'intégrer dans une séquence propre. Dans la livraison du 27 mai 1954, le téléspectateur assiste par exemple à une scénette jouée par une comédienne qui, installée dans un salon reconstitué, répond aux questions d'un Desgroupes qui demeure hors champ. Et je vous passe l'extrait, comme ça vous pouvez déjà avoir une première idée de ce à quoi ressemble Lecture pour tous. N'hésitez pas à me signaler si le son n'est pas... Nous avons donné quelques journaux et quelques revues à lire à une demoiselle qui n'existe pas pour qu'elle en découpe quelques phrases. Vous avez appris beaucoup de choses? Vous écrivez, vous? Pas tellement. Bon. Il paraît que chaque éditeur reçoit par an environ 1800 manuscrits d'auteurs inconnus. Et selon l'extrait, les matières traitées le plus souvent par ces auteurs ressortent de l'enfance, martyr, et de l'érotisme, et de barrages hydroélectriques lorsqu'ils font disparaître le visage de quelqu'un. C'est leur sujet, pas de définition? Et du pessimisme, du cardinal Fernal. Les pessimistes sont des gens qui éteignent toutes les lumières pour nous prouver qu'on ne voit rien dans le noir. Où avez-vous pris ça? Dans une littéraire, j'ai encore découvert ceci. Un nouveau record vient d'être battu en Amérique.
Un livre qui avait été emprunté à un abonnement de lecture de Booking vient d'être retourné. Ce livre avait été emprunté le 6 octobre 1910. Le cabinet de lecture a demandé une indemnité de $312. Coûte cher la lecture. Quel a pris d'autre? Bon. Donc on a ici l'animateur qui questionne cette jeune femme sur la lecture de différents journaux et revues, tels que les Nouvelles littéraires, les Lettres françaises. L'actrice récite un compte-rendu, vraisemblablement appris au préalable, et propose un discours qui n'est pas dépourvu de coquilles, je vous les ai passés, mais elle a des sortes d'errances dans son discours qui sont rectifiées en direct par les interventions de De Groot, qui démasquent évidemment, ce faisant, le dispositif de la mise en scène, et donc en accentue l'aspect éventuellement grotesque. De la sorte, la presse est rendue télévisuelle autant que faire se peut. La prégnance du modèle radiophonique se mesure quant à elle en creux, dans le sens où les spécificités proprement télévisuelles du médium demeurent au moins au début sous-exploitées. Ainsi de la critique qui dénonce une radio filmée que j'ai mentionnée. À ses débuts, Lecture pour tous ne semble en effet pas tirer parti des possibilités qu'offre la télévision. L'entretien est composé de quelques plans fixes qui embrassent d'abord les deux intervenants, puis ciblent l'écrivain, l'intervieweur sortant du champ et n'ayant de présence que sonore à travers ses questions. Et dans leur pratique, on le verra bien avec Monterland, les écrivains ne montrent pas non plus d'affinité avec l'appareil d'enregistrement, ainsi que l'indique leur pose immobile, comme en attente du déclenchement de l'appareil photo. La filiation de Lecture pour tous avec la radio n'empêche pourtant pas le critique et théoricien du cinéma André Bazin de célébrer en juillet 1953 l'émission comme une complète réussite et de la tenir pour la meilleure des émissions régulières. C'est que De Groot et Dumayet ont entrevu les moyens inédits que promet le nouveau médium, en comprenant, et là je les cite, que l'image, c'était le visage et le corps de l'écrivain. C'est principalement Jean Prat qui les met sur cette voie dès 1955 et jusqu'à 1968, avec son regard de réalisateur venu du cinéma. C'est donc lui qui va réaliser les émissions à partir de 1955. Et là, ça change. De Groot témoigne en ces termes des bouleversements qu'amène la composante visuelle de l'entretien télévisé. À la télévision, dit-il, on est distrait par l'image. Mais, et ça a été une des interventions de Prat à Lecture pour tous, l'image peut apporter autre chose que le son sur le personnage. Je me souviens d'un invité qui, pendant l'entretien, déchiquetait une boîte d'allumettes. Cela traduisait une certaine forme d'émotion. Jean Prat savait saisir ces choses-là avec ses caméras. Je n'ai pas retrouvé l'extrait de la boîte d'allumettes, malheureusement, je vous l'aurais montré avec joie. L'équipe de Lecture pour tous tente en ce sens à solliciter l'image comme une forme de supplément au dialogue écouté. La supplémentarité de l'image ne redouble pas point pour point la parole, mais apporte autre chose et traduit une certaine forme d'émotion que la bande sonore seule ne peut révéler. De ce point de vue, l'entretien est en phase avec une conception de la télévision selon laquelle le sonore prime le visuel et s'inscrit dans des réflexions menées sur les enjeux esthétiques de la télévision des premiers temps. Certes, l'image illustre le dialogue, mais bien plus, et ça c'est vraiment le point important, elle redéfinit les paramètres de la parole adressée. Pour Bazin, à la télévision se joue ainsi ce qu'il appelle un événement plus intime, plus direct, qu'est cette sorte de conversation illustrée avec les téléspectateurs. Dans Lecture pour tous, la conversation a lieu à l'écran entre les protagonistes, mais elle s'installe aussi entre l'émission et le téléspectateur dans une adresse directe qui est la marque d'une relation d'intimité, dit Bazin, de celui-ci à celle-là. L'émission elle-même se veut conversation avec le téléspectateur. Ce sont toujours les mots donc, de Bazin qui est témoin de ces premiers temps de la télévision. Le fonctionnement du dispositif selon lequel la conversation à la télévision inclut le téléspectateur lui-même correspond à celui de l'entretien d'écrivain. Car dans ce genre, l'intervieweur représente le tiers, le vrai destinataire du discours, c'est le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur de l'entretien. Il pose des questions à leur place. Au moyen de l'image, l'entretien intensifie l'événement. Gilles Delaveau, dans son étude de la télégénie de la parole, avance que cette adresse directe au téléspectateur et les effets qui en découlent, l'intimité par exemple, revient à l'espace que construit la télévision. À la suite de Bazin, il avance que la relation au téléspectateur se construit non à partir de l'espace du plateau, ni même à partir de la seule qualité de la performance, mais suppose que l'on fasse exister un espace spécifique, situé en deçà de l'image, entre le spectateur et l'écran.
C'est pourquoi tout se joue, regard, déplacement, suivant l'axe de la profondeur, mais une profondeur qui se creuse, pour ainsi dire, en direction du spectateur, intégrant celui-ci à l'espace de la communication. La composante visuelle à la télévision suscite dès lors une relation du destinataire au protagoniste de l'entretien qui n'est ni celle de la radio, ni celle du magazine. Non seulement l'intervieweur se veut le relais du spectateur, mais celui-ci est intégré à l'espace de communication en vertu du dispositif télévisuel qui prolonge logiquement l'image. Partant, animateurs et réalisateurs œuvrent à exploiter l'extension de l'espace télévisuel dont je viens de parler. Ainsi dramatise-t-il cet espace. La télévision, telle qu'on l'appréhende ici, ne consiste donc pas en la retransmission d'une action, ce qui supposerait une antériorité logique de celle-ci sur celle-là, mais dans la dramatisation de cet espace primitivement neutre, que l'acteur, comme le réalisateur, travaillent conjointement à polariser. Plus que la visibilité de l'acteur dans son décor, c'est précisément cet espace que l'image ajoute à la parole. Un espace situé entre le spectateur et l'acteur, qu'aucun d'eux exactement n'habite, mais que la parole adressée fait vivre et qui est l'espace propre de la télévision. Pardon. La polarisation de l'espace propre à la télévision dans Lecture pour tous est bien sûr singulière et c'est tout ce qui va venir dans la suite de la présentation. L'émission s'approprie en effet les codes et les normes télévisuelles qu'elle mobilise à ses propres fins. Pour Gisèle Holzer, un tel usage des propriétés télévisuelles se traduit en termes rhétoriques. La télévision déploie une rhétorique visuelle. Dominance du visage en plan rapproché, énonciative, le spectateur est interpellé, regardé par les présentateurs, agent d'une fonction de contact essentielle, qui inclut celui qui regarde dans le processus communicatif. C'est là une donnée spécifique du langage télévisuel. L'image dont il est question dans la rhétorique visuelle de Lecture pour tous concerne l'écrivain. Desgros promeut en effet un rapport d'équivalence entre l'icône institutionnalisée du grand écrivain et le visage de l'auteur à la télévision, qui est finalement une image tout à fait nouvelle, d'un type nouveau. On s'est aperçu, dit-il, qu'après tout, cette espèce d'obsession de l'image était absurde et que c'était très artificiel d'appeler image une gravure de Victor Hugo et de ne pas considérer que le visage d'un auteur, s'il exprimait vraiment quelque chose de passionnant, était une image. Et cette fois, je suis parvenu à retrouver un extrait où on a cette gravure de Victor Hugo qui est derrière l'image télévisuelle de Louis Aragon. Et donc, ça vous permet de juger de l'éventuelle pertinence du point de vue de Pierre Desgros. Autrement dit, la fonction de l'image qui consiste à aménager un espace de communication avec le téléspectateur opère simultanément la fonction de figuration iconique de l'écrivain. Par conséquent, l'écrivain est montré et vu à même un espace qui, d'une part, est commun à la situation d'interlocution, d'autre part, n'est pas neutre, mais polarisé par la rhétorique singulière adoptée par l'émission. Et c'est à cela que je viens. La visée de Lecture pour tous a trait à la découverte pour le téléspectateur de l'écrivain au plus près de qui il est. Pierre Dumayet analyse ce projet dans les termes suivants. Le caractère de l'interview télévisuelle, c'est que l'interviewé est vu et entendu, complètement vu, c'est-à-dire au moment où il se demande ce qu'il va dire, vu dans l'intimité de son silence, vu avec ses lunettes, sa cravate. Quand on est complètement vu, le résultat est imprévisible. L'interviewé ne peut prévoir ses mimiques, l'impatience de ses mains. Et il est rare, en dehors de la télévision, d'être complètement vu pendant 10 minutes d'affilée. Être complètement vu signifie que l'écrivain est saisi en dehors de toute pause, donc dans l'imprévisible, en deçà de toute mise en scène, dans une forme de brouillon de l'entretien. À la télévision, l'entretien offre à voir aux yeux de Dumayet l'événement sur le point de se produire, dans ces moments où le discours de l'homme de lettres n'en est qu'à ses balbutiements, au moment donc où il se demande ce qu'il va dire. La télévision prétend dès lors proposer une vue plus complète de l'interviewé que tout autre dispositif, en vertu de l'analyse qu'elle opère de la scène. Elle propose donc que l'écrivain soit vu dans l'intimité de son silence, avec ses lunettes, sa cravate. Jean Darcy, directeur des programmes de la RTF de 52 à 59, demeure admiratif de l'effet produit par le dispositif télévisuel, à savoir cette profonde connaissance pour le téléspectateur de l'auteur dont l'image et la voix sont relayées par les appareils techniques. Sous le scalpel de la télévision, on voyait se révéler de façon extraordinaire la personnalité des auteurs interviewés. Je suis persuadé que personne ne se souvenait réellement de ce qu'avaient dit les malheureux auteurs ainsi examinés. Mais on avait fait profondément connaissance avec leur personnalité, leur cœur, leur âme, leur cerveau, d'où le succès de l'émission. Néanmoins, la prétendue puissance de dévoilement de la télévision relève davantage d'un imaginaire qui est associé au médium que d'une propension effective à montrer complètement l'objet visé par l'œil de la caméra.
La production télévisuelle connaît à cet égard les mêmes propriétés et les mêmes limites que l'image photographique, qui constitue l'aboutissement hautement codifié d'un processus médiatique réglé. Car si l'entretien télévisé, par sa visée référentielle, paraît s'inscrire dans le paradigme documentaire, en ce qu'il prétend enregistrer et reproduire un objet préalable, il résulte bien, qu'on le veuille ou non, d'un processus d'énonciation médiatique qui en conditionne la production. Qu'un tel processus soit oblitéré en faveur d'une figuration totale de l'objet visé fait signe vers la participation de la télévision à ce qu'André Rouillet nomme au sujet de la photographie une métaphysique de la représentation qui aboutit à une logique de l'exactitude et à une esthétique de la transparence. C'est donc dans la transparence que se donnerait l'écrivain ici à la télévision. Cela dit, donc, l'effet engendré par l'entretien de lecture pour tous se traduit bien dans cette impression de faire profondément connaissance avec la personnalité des écrivains, leur cœur, leur âme, leur cerveau. Quelles seraient dès lors les modalités du faire connaissance qui sont mises en œuvre ? Une telle impression de voir complètement l'interviewé ne découle-t-elle pas, en fait, de l'intensité qui caractérise le mode de production et de diffusion de l'entretien et qui se joue aussi bien au niveau de l'interlocution verbale que de sa remédiatisation, ou de sa médiatisation, disons, puisque les deux sont finalement inséparables. Une scénographie de l'intensité prendrait en charge, dans Lecture pour tous, l'ambition de donner à voir complètement l'écrivain. Or, comment peut fonctionner pareille scénographie et quelle serait son intensité ? Dans la mesure où il n'y a pas d'intensité dans un champ dépourvu de résistance. Là, je me réfère aux travaux de Colette Camelin sur l'intensité et le rapport avec la lecture. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'intensité dans un champ qui est dépourvu de résistance, cet effet produit sur le téléspectateur ne résulte-t-il pas précisément d'une mise en exergue tant rhétorique qu'audiovisuelle de résistance de l'écrivain à être complètement vu dans l'entretien ? En somme, en projetant de le montrer entièrement, ce serait de la résistance de l'écrivain à l'égard de toute une série du dispositif et de tout ce qu'il entraîne. C'est son image préalable dont je parlais au début, l'interférence entre l'œuvre écrite et la personne qui parle, etc. Donc, est-ce que finalement l'émission ne montre pas plus cette résistance de l'entretien intentionnel ou non que, n'est-ce pas de cela que l'émission rend compte, pardon. En somme, ce serait en raison de la reconnaissance que fait le téléspectateur de coïncidence et de divergence vis-à-vis d'un attendu que l'événement peut être perçu sur un mode intense. Loin d'avoir lieu dans une mise à distance de l'événement intense, justement, la rencontre de l'écrivain complètement vu se produit dans cet espace de continuité avec le téléspectateur qui est impliqué par le dispositif télévisuel. Comme valeur esthétique et éthique, l'intensité renvoie ainsi à une tonalité affective d'un rapport au monde, ce sont les mots de Camelin. En l'occurrence, c'est le rapport du téléspectateur à l'écrivain qui est en jeu et au discours littéraire découvert à travers la petite lucarne. En ce sens, les effets de Lecture pour tous résultent des négociations qui se produisent dans le jeu de force de l'entretien et qui engagent imaginaire et horizon d'attente. Et c'est donc de cela qu'il va être question dans les analyses à suivre et je vais pouvoir illustrer tout cela. Les manières de faire l'entretien dans Lecture pour tous concourent à instaurer une scénographie de l'intensité. Isolés par l'analyse, bien qu'ils fonctionnent de concert, trois paramètres traduisent cette logique d'intensification de l'événement. Le lieu de l'entretien et le temps de sa diffusion à travers le direct et l'espace propre à l'écrivain, d'abord, ainsi que l'échange verbal, deuxième paramètre, et le dispositif technique à travers la dramatisation, l'instauration d'une vérité qui tient du dévoilement et la représentation matérielle du texte littéraire. Alors, pour ce qui est du lieu de l'entretien et du temps de sa diffusion, voici ce que j'observe. Chaque sommaire de Lecture pour tous compte 3 à 4 entretiens d'écrivains. La majorité de ceux-ci sont réalisés sur le plateau de l'émission et diffusés en direct. C'est ce qu'on a vu, c'était pas un entretien d'écrivain, mais c'est ce qu'on a vu avec l'extrait précédent. À côté de ces séquences, une série d'entretiens sont tournés au domicile de l'homme ou de la femme de lettres et ont fait l'objet d'un enregistrement préalable, puis sont intégrés au programme hebdomadaire à la manière de reportages. Les conditions de production et de diffusion de l'entretien varient indéniablement en fonction des circonstances dans lesquelles la conversation est tenue. Pareille variation quant à l'espace où l'entretien a lieu et au temps de sa diffusion rejaillit sur le plan de la scénographie de l'entretien. Sur le plateau de télévision, l'auteur investit un espace médiatique, et lorsque l'entretien est tourné chez l'interviewé, chez l'écrivain, le journaliste pénètre un espace privé, de surcroît le plus souvent voué du point de vue de l'imaginaire qui s'en empare à la littérature.
ainsi de Louis Aragon et d'Elsa Triolet interrogés devant leur bibliothèque, ou de Jean Cocteau dans cette pièce dont les livres tentent à combler chaque surface disponible. Ça, c'est vraiment un topos de l'entretien d'écrivain quand il est chez lui et à la bibliothèque. Ultimement, c'est la généricité du discours qui est affectée, en ce que l'entretien en direct, depuis le plateau, renvoie à un attendu générique d'ordre médiatique, quand l'entretien chez l'écrivain mobilise de surcroît la visite au grand homme, c'est un genre qui existe depuis le XVIIIe siècle et que l'industrialisation de la presse, avant la radio et la télévision, a contribué à reconfigurer. Il en découle une mobilité scénographique et partant générique de l'entretien au sein d'un cadre enchâssant qui est pourtant unique, c'est celui de Lecture pour tous. L'entretien de De Groop avec Henri de Monterland en février 1954 offre par exemple un développement télévisuel du cérémonial de la visite au grand écrivain. Je cite Olivier Nora qui a traité de cette question. La visite au grand écrivain comme passage spectaculaire de l'espace littéraire à l'espace humain, de la médiation du texte à l'immédiateté, du rapport imaginaire avec une œuvre à la rencontre réelle avec un homme. Le lieu devient en effet l'objet de l'entretien, puisque De Groop, dans l'entretien qu'on va voir ici, fait allusion à l'environnement, donc au chez-soi d'Henri de Monterland, qui traduirait quelque chose de l'écrivain et de son œuvre. Je vous laisse apprécier la télégénie d'Henri de Monterland. Monsieur de Monterland, je vous remercie. Nous sommes en ce moment chez vous et dans une pièce où j'aperçois l'endroit où je suis les antiques, en partie d'une célèbre collection d'antiques et la vôtre. Il y a même, je crois, là, des pièces sur lesquelles vous avez écrit des textes qui sont reconnus. Je voudrais vous demander pour terminer des commentaires. Oui, il est exact que depuis ma plus tendre enfance, j'ai été attiré surtout par le monde grec, latin et égyptien, et toute ma vie, je n'ai jamais acheté que les antiques. Je n'ai jamais acheté de ma vie un objet qui ne fut quelque chose de très romain ou égyptien. J'ai lu Bien qu'Olivier Nora souligne que l'entretien télévisé court-circuite les modes d'expression traditionnels de la visite au grand écrivain, tels qu'ils sont au travail dans le compte-rendu écrit, l'entretien télévisé, en tant qu'il prolonge tout de même cette pratique, s'inscrit, et c'est bien ce que De Groop fait, dans la quête d'indices, d'une confirmation du génie. Donc on est ici avec les antiques de Monterland qui sont reliés à son œuvre. Donc il y a une recherche d'indices d'une confirmation du génie dans les lieux qu'habite Monterland. De pareils effets sont susceptibles de se produire lors des entretiens chez l'écrivain, quoique de façon moins explicite. Et par exemple, il y a cet exemple dans Lecture pour tous où De Groop lance à Aragon et Triolet qu'on a vu, en désignant la table qu'ils partagent tous les trois. J'imagine que cette table a dû vous voir ces derniers temps corriger beaucoup d'épreuves. Et alors il embraye sur son entretien. Vous avez sorti à vous deux 5 livres. Et là alors on commence l'entretien. C'est en ce sens que le genre de la visite au grand écrivain sous-tend, au moins évidemment et toujours partiellement, l'entretien télévisé. Outre la généricité qui est affectée par le lieu, la diffusion en direct polarise le rapport du téléspectateur au vraisemblable de la scène d'entretien qu'il a sous les yeux. Le direct s'apparentant à ce que Gisèle Holzer appelle une technique entourée de connotations nobles, exprimant l'affirmation d'un régime de vérité. Dans le cas de Lecture pour tous, la diffusion en direct pousse l'impression de réalité à un degré plus fort parce que le téléspectateur vit la représentation dans une temporalité objectivement identique à celle des acteurs et dans un espace fictivement partagé. Or, qu'en est-il du reportage en différé, puisque les entretiens chez l'écrivain sont donc diffusés en différé. Lorsqu'elle est enregistrée dans les circonstances du direct continu, la séquence en différé s'assimile en fait au direct. Car le direct est toujours incertain pour le téléspectateur et requiert d'être signifié dans l'émission diffusée dans une forme de réflexivité télévisuelle. Or, Lecture pour tous opte pour des séquences qui, quoique diffusées en différé, sont filmées dans les conditions du direct, de sorte qu'un doute peut subsister quant à la temporalité de leur diffusion. L'exemple de l'entretien de De Groop avec Paul Claudel en mai 1954 illustre cette stratégie. Je vais la commenter juste après, mais je vous diffuse l'extrait. Nous avons déjà parlé de Paul Claudel dans cette émission, il nous donne d'autres prétextes de parler encore de lui, puisque récemment viennent de sortir 2 ouvrages essentiels pour la compréhension de Claudel et de son œuvre. L'un, c'est une édition illustrée de maquette de Jean-Louis Barrault, plus une certaine forme d'édition, qui est publiée au Club du Meilleur Livre. Et le deuxième de ces
ouvrage, ce sont les mémoires improvisées de Paul Claudel, tels qu'ils ont été enregistrés pour la télévision française par notre ami Jean Anouche. Si vous le voulez bien, nous allons interroger Claudel sur ces deux sujets, évoquer avec lui quelques-uns de ses souvenirs, et pour cela, nous allons lui rendre visite chez lui. Ce n'est pas seulement à mes souvenirs, peut-être que question à mes souvenirs donc vous faites appel, c'est à ma personne physique. Et je ne suis pas vous en blâmer, autrefois on attendait la mort d'un écrivain pour interroger les témoins de sa vie, mais il n'y a pas de meilleur témoin que lui-même. Et vous faites bien de venir dès maintenant parce qu'un peu plus tard, il serait trop tard. Bon. Alors, Claudel meurt l'année suivante, après l'entretien. En direct depuis le plateau, l'intervieweur a introduit l'entretien comme s'il allait se produire pour la première fois à la suite de son discours. Si vous le voulez bien, nous allons interroger Claudel sur ces deux sujets, évoquer avec lui quelques-uns de ses souvenirs. Pour cela, nous allons lui rendre visite chez lui, nous dit Desgroupes. Et l'émission d'enchaîner sur Claudel qui répond à une question qui n'est pas formulée comme telle dans l'entretien, mais qui résonne en fait avec l'introduction de Desgroupes, puisque cette question semble porter sur les mémoires, enfin la réponse laisse penser que la question porte sur les mémoires improvisées de Claudel, telles qu'ils ont été enregistrées pour la radiodiffusion française par notre ami Jean Amrouche, aussi bien que sur ses souvenirs qu'il s'agit d'évoquer. La rhétorique du direct qu'emploie Desgroupes se conjugue à la réponse de Claudel qui, parce qu'il précise que l'écrivain est le meilleur témoin de sa vie et que lui-même voit sa fin approcher, donne un surcroît de vérité à l'événement. On parlait donc d'un régime de vérité spécifique au direct. Fondamentalement, les modalités de diffusion de l'entretien tendent ainsi à situer l'émission dans la transparence du régime de vérité, ce qui garantit l'intensité de l'entretien. On a parlé tout à l'heure de l'impression, avec Gisèle Holzer, de l'impression de réalité poussée à un degré plus fort, au point, c'est le degré plus fort qui est intéressant ici, au point que selon Dumayet, une interview en direct, c'est à peu près l'équivalent d'une conversation chez soi, dit-il. Alors après le lieu de l'entretien et le temps de sa diffusion, l'interaction verbale, deuxième grand paramètre. L'effet de vérité sur lequel joue l'entretien dans Lecture pour tous, qu'il s'agit encore de définir, et je vais y venir, est catalysé par l'espace de communication qui s'étend de la scène de l'entretien au spectateur. C'est dans cette conversation dans laquelle ce dernier est partie prenante en direct que se produit l'impression de réalité de la scène. Dans cette optique, le support télévisuel rejoint les présupposés de véridicité et d'authenticité qui soutiennent le genre de l'entretien sur le plan discursif. Car dans l'entretien, l'interviewé est supposé s'engager sur la véracité des propos qu'il tient, c'est une sorte de contrat, et un effet d'authenticité tend à garantir que le dialogue est rapporté le plus fidèlement possible. Eu égard à l'hypothèse d'une scénographie de l'intensité, la vérité en constitue le pivot. Si l'écrivain se confie, se propose complètement vu, c'est parce que l'entretien relève bien de la transparence d'un régime de vérité. Il faut présupposer cette vérité. Autrement dit, l'entretien livre une vérité ultime, soi-disant, qui contresigne ou écarte toute croyance imaginaire et ce faisant est reçue selon une tonalité affective qui serait de l'ordre donc de l'intensité. On mesure cette éventuelle différence entre ce qu'on attendait et la vérité de l'entretien. Les plans médiatiques et discursifs convergent tous les deux en vue de cet effet. Et là, je m'attarde donc sur l'interaction verbale et d'abord sur les intervieweurs, la manière de construire l'interview, leur questionnaire pour Pierre Desgroupes et Dumayet. Tous les deux conçoivent l'entretien selon un principe similaire, à savoir la dramatisation de l'échange. C'est pourquoi Desgroupes explique « Les gens que nous montrions, nous voulions les mettre dans une situation dramatique. Pour toutes les interviews, même pour les tranquilles entretiens de lecture pour tous, je construisais une sorte de situation dramatique. Nous pensions qu'un entretien devait être très construit. En vérité, mes interviews commençaient avec un décalage d'1 minute environ. J'avais un plan de 7 ou 8 questions ordonnées selon une montée dramatique, en quelques questions intermédiaires qui devaient faire un peu coup de théâtre. Une conversation préalable qui vise à anticiper la trajectoire de l'entretien réalisé en direct permet aux intervieweurs d'élaborer la formule adaptée à l'interlocuteur, au point de parfois prolonger la discussion entamée en coulisses sur le plateau, ainsi qu'en témoigne l'introduction à un entretien de Roger Vaillant par Pierre Dumayet en 1957. Il dit « Roger Vaillant, je ne sais pas très bien commencer cette interview parce que cela fait 2 heures que nous bavardons et nous ne savons ni l'un ni l'autre comment nous devons commencer.
Et en formulant ce métadiscours, Dumayet entame effectivement l'entretien et lui donne pour assise un bavardage préliminaire. Ou encore, il le met en scène comme une action dramatique. Alors, je voulais vous parler de Mauriac, c'est ça. Dans son étude de lecture pour tous, Sophie de Closet met en évidence les propriétés singulières des entretiens qui sont menés respectivement par Desgros et par Dumayet. Mais à partir de ces analyses-là, on peut montrer la dramatisation de l'entretien. Une telle manière de concevoir l'entretien comme dramatisation peut être envisagée à la lumière d'une scénographie de l'intensité, dans le sens où la dramatisation opérée sur le plan du discours se dote d'une dimension supplémentaire lors de la télédiffusion. C'est pourquoi la tirade de François Mauriac, qu'on va voir, suscitée par Dumayet, par la construction du questionnaire, de ces questions, la tirade de François Mauriac sur la poursuite de l'effet quant à sa posture d'écrivain résonne comme un coup de théâtre. C'est donc une scène de confession à laquelle vous allez assister. Non seulement vos ancêtres vous ont empêché de rester un poète seulement, mais ils vous ont aussi entraîné à devenir un romancier. Oui, je vois la phrase à laquelle vous faites allusion. Et là, voyez-vous, les critiques à propos de ce livre, c'est quoi dire, ont été plus gentils et ne m'ont fait que des compliments. Mais moi, je serais tenté de faire mon autocritique. Et en lisant ce livre, une des choses que je me reproche justement, c'est d'avoir dit de temps en temps des choses qui ne paraissent pas très vraies, que j'ai écrites naturellement en toute bonne foi, mais sans m'en rendre compte, je crois que j'ai cédé un peu à la recherche de l'effet, et en particulier lorsque je raconte que les miens m'ayant détourné d'être vraiment un poète, je me suis en quelque sorte payé sur la bête et que j'ai écrit des romans sur la bourgeoisie française. Eh bien, c'est ingénieux. Je crois que c'est plus ingénieux que vrai à la réflexion. Je crois que tout simplement, j'ai écrit des romans sur la bourgeoisie parce que j'ai décrit le milieu dans lequel j'ai vécu, le milieu que je connaissais, parce que je l'observais naturellement autour de moi, mais aussi parce que je le portais au-dedans de moi. Le téléspectateur assiste au spectacle dramatique d'une confession de l'auteur au sujet de son œuvre et de son activité d'écrivain. Le coup de théâtre correspondant à cette vérité, c'est plus ingénieux que vrai, qui éclate sur le plateau suite à l'interrogatoire que mène Dumayet, et on peut distinguer à un moment une sorte de satisfaction chez Dumayet, on le voit sur son visage. Il y a apparemment en fait disjonction de la posture de l'écrivain, ce qu'on attend de Mauriac finalement, de ce qu'il a dit de lui-même d'ailleurs, une disjonction entre cette posture-là et celle de cet homme qui se livre à l'entretien. Ce procédé de mise en porte-à-faux qui accouche d'un effet de révélation est le fil principal de la dramatisation qu'appellent de leur vœu les producteurs de l'émission. Les possibles qu'ouvre le médium télévisuel sont exploités à cette fin, puisque l'image combinée à la parole aménage un espace commun à l'écrivain et au téléspectateur, propre à accueillir le drame du dévoilement. Et on verra plus loin avec le cas de Duras comment cela fonctionne aussi avec l'usage du gros plan. Deuxième moment, j'en viens maintenant à définir ce régime de vérité dans lequel s'inscrit l'entretien ici à la télévision. Les écrivains ne subissent pas seulement la dramatisation que les intervieweurs voudraient imposer, mais ils participent eux aussi à l'action mise en scène de l'entretien. Autrement dit, les modalités selon lesquelles ils donnent leurs réponses orientent la dramaturgie de l'échange. Car si la parole est télégénique, il y a loin de la déclamation d'un texte face à la caméra à la spontanéité du discours improvisé. Dans le cas de Lecture pour tous, la rhétorique de Monterland et le ton professoral de Vladimir Nabokov, on y viendra, ne sont pas la méditation d'André Schwarzbart et les mots pesés de Marguerite Duras. Dès la première question de son entretien avec Desgros, Monterland justifie son droit, en tant qu'homme de la chose écrite, à recourir à des notes qu'il a préparées au sujet de son roman « La rose des sables ». Il s'adresse en effet au téléspectateur par l'entremise de la caméra qu'il fixe pour expliquer ce recours à ces notes.
Monsieur Monterland, nous avons entendu parler déjà souvent de cette fameuse rose de sable, ce roman que vous avez écrit il y a 25 ans à peu près, et que vous avez toujours refusé de laisser publier. En principe, paraît un livre intitulé L'histoire d'amour de la rose de sable. J'imagine qu'il s'agit d'un fragment du premier. Quels sont exactement les rapports existants entre les deux œuvres? Eh bien, en 1930 et en 1932, je sortais d'une longue période de voyage, qui avait duré plusieurs années, de voyage et d'aventure sentimentale autour de la Méditerranée, et je pensais que la meilleure façon de me tirer complètement de cette mauvaise période était de me plonger dans une œuvre de longue haleine. Et c'est ainsi que je commençais un roman intitulé La rose de sable, roman qui, dans son manuscrit, avait environ à peu près 800 pages et dans sa dactylographie environ 500 pages. Et j'écrivis la plupart de ce roman, la plus grande partie de ce roman à Alger, et je mis 2 ans à l'écrire. Et ici, je vais vous demander de me référer, je suis un écrivain, je suis l'homme de la chose écrite, et je préfère jeter quelques coups d'œil sur les notes de façon à vous dire une chose absolument précise. Ensuite, je parlerai plus naturellement, mais je préfère vous dire d'abord des choses exactes, c'est-à-dire jeter un coup d'œil sur des notes. Je vous dirai donc que les raisons pour lesquelles, depuis plus de 20 ans, j'ai gardé cette œuvre au tiroir n'existent pas en ce qui concerne l'histoire d'amour qui se trouve mêlée à l'intrigue du roman. Bon. Sans le soutien du texte écrit, la pensée du grand écrivain visité se déroule de façon heurtée. Il y a toute une série de ruptures syntaxiques. Mais alors que le rythme saccadé de la parole spontanée est attendu dans ce type d'interaction, après tout c'est un entretien, le discours de Monterland se révèle encore moins naturel que ce qu'il prévoit. Il annonce « je parlerai plus naturellement » quand il n'utilise pas ces notes. Bon. Paradoxalement, en annonçant le protocole qui sera suivi, jeter un coup d'œil sur des notes, Monterland rend artificiel son discours soi-disant naturel, de sorte qu'il semble d'ailleurs plus naturel précisément pour lui de lire que d'improviser. Quelques semaines après le passage de Monterland sur la chaîne nationale, André Schwarzbart présente son livre « Le dernier des justes ». Et là, on a un cas de figure totalement différent. On va pouvoir les comparer et mettre en évidence en fait, les régimes de vérité auxquels les deux se réfèrent, selon moi. Donc, nous avons André Schwarzbart qui présente son livre « Le dernier des justes ». Loin de toute préoccupation d'ordre oratoire, le récipiendaire du prix Goncourt 59 laisse transparaître à l'écran tous les efforts qu'il accomplit en vue de formuler sa pensée. Lorsque Dumayet lui demande d'expliquer en quoi le protagoniste de son roman, Ernie Lévy, est un juste, Schwarzbart élabore sa réponse avec le plus grand soin, sans précipitation. On va donc ici avoir la réponse d'André Schwarzbart à la question qu'est-ce qu'un juste? Pourquoi Ernie Lévy, le héros du roman, est-il injuste? Et les siens, dans cette optique, il se veut juste, et par la suite, lorsqu'il le devient, précisément, il ne sait plus ce que c'est. Il est simplement, sans le savoir, ce réceptacle de douleur. Il est sensibilisé à toute la souffrance qui s'exprime dans le monde. Pourquoi va-t-il de lui-même se rendre à Drancy? On peut dire que c'est pour retrouver sa fiancée. Et ce serait juste. On peut dire que c'est pour subir le destin des siens. Et ce serait juste aussi. Mais il me semble alors que c'est précisément un acte qui le définit comme juste, c'est-à-dire, voyez-vous, il existe dans le Talmud, je le cite un peu au hasard, c'est mal sans doute, le Talmud dit soit parmi ceux que l'on poursuit et non parmi ceux qui poursuivent, soit le maudit et non le maudissant. C'est dans ce sens, c'est-à-dire dans la mesure où il veut se ranger parmi ceux qui sont
premier chef atteint par la violence, par l'injustice, c'est dans cette mesure-là aussi qu'il est injuste en se montrant ainsi. Ça, c'est un entretien qui a eu un grand succès à l'époque de sa diffusion. Et en réalité, les intervieweurs craignaient beaucoup le passage de Schwarzbart dans leur émission. Ils avaient discuté avec lui auparavant et ils s'étaient dit, tiens, cet écrivain ne sait pas parler, ça va être catastrophique. Alors que finalement, ça a eu en tout cas un grand succès à la télévision. Il avait une sorte de télégénie et une efficacité. Les pauses qui ponctuent le discours de Schwarzbart s'avèrent à ce point prégnantes que le silence est moins ce que recouvre le discours prononcé que ce qui se tient en son cœur même, comme s'il en faisait intégralement partie, c'est-à-dire comme s'il contribuait de façon décisive à la construction du sens de la scène. Car les moments de silence signifient dans le discours de Schwarzbart la recherche du mot qui correspond à la chose désignée, qu'est-ce qu'être injuste. Ils concourent à assurer la tension dramatique de la scène en ce qu'ils sont les indices de la pensée en cours d'élaboration et rejoignent ainsi l'ambition de Dumayet de donner à voir un processus. Je trouve que ce qu'il y a de plus important à la télévision, c'est de voir quelqu'un chercher plutôt que trouver. Le problème, c'est de ne pas presser et de laisser à l'interlocuteur les moyens de se taire, de la même manière que l'on dit les moyens de s'exprimer. Comme chacun, par rapport à son propre silence, a des attitudes étranges, c'est toujours intéressant de le faire se révéler par un silence à l'écran. On a l'impression à ce moment-là de voir se faire la pensée comme on voit se faire le café. Les auteurs jouent le jeu de l'entretien selon des modus operandi divers. On a Schwarzbart et Montherlant. Schwarzbart laisse entrevoir le cheminement de sa pensée, Montherlant entend quant à lui livrer un discours fini, à l'instar d'André Breton à la radio en 1952. On a Breton qui lit tout son texte, une sorte de manifeste, comme il sait, voilà, c'est une sorte de contre-réponse, une définition du surréalisme qu'il fait à la radio. Et on a l'impression ici que Montherlant, en voulant lire, il s'inscrit aussi dans l'ordre de l'exactitude du discours. Une telle différence entre Schwarzbart et Montherlant atteste d'une transformation du registre de vérité dans la mesure où, selon Isabella Potapowicz, la valeur de vérité, je la cite, ou de la sincérité pour les écrivains des années 50 n'est point une question de spontanéité ou de dévoilement inconscient, mais plutôt d'une justesse et d'une exactitude de la pensée. Pour la chercheuse qui examine le passage de l'homme de la chose écrite de la radio vers la télévision, Montherlant se définit par rapport au dire vrai, à l'importance indiscutable de dire les choses avec précision, après les avoir bien réfléchies. Quant à Schwarzbart, il serait légitime d'avancer qu'il se positionne par rapport à une vérité dévoilement précisément, de sorte que l'impression de vérité n'est plus rattachée à l'exactitude fixe, mais tient dès lors au comportement improvisé que permet la révélation d'une émotion, d'une manière d'être spontanée et irréfléchie, donc authentique, non falsifiée. Tout ça, évidemment, s'agence avec le dispositif discursif et technique de la télévision. Il convient néanmoins de souligner que l'opération de dévoilement relève d'une mise en scène. Bien plus, elle en résulte comme un effet du dispositif de l'entretien. Vérité dévoilement veut dire en ce sens effet dévoilement, que suppose le complètement vu programmatique de l'émission. Or, il s'agit moins là d'un changement de paradigme, puisque l'entreprise de dévoilement anime par exemple le genre de l'entretien dès ses débuts, c'est ça qu'on attend dans l'entretien, même dans la presse écrite. Il s'agirait donc moins d'un changement de paradigme que de l'intensification à la télévision de cet effet de dévoilement. J'en viens à la question du livre. La place qu'accorde la télévision, le livre, en fait le texte littéraire plus exactement. La place qu'accorde la télévision au non-verbal, à travers le sonore et le visuel, dote le discours coénoncé par l'intervieweur et l'écrivain d'une forme matérielle. Si cette matérialité conditionne les usages qui sont faits de l'entretien télévisé, elle concerne aussi le texte littéraire. Dans Lecture pour tous, en effet, le texte est montré comme objet, via le livre, entendu comme parole articulée dans sa lecture et vu comme figuration incarnée dans la dramatisation imaginaire de la fable de certains textes. Chaque entretien dans l'émission est encadré par le livre dont il est question. L'image filmée du livre fonctionne comme un seuil de l'interlocution. Elle la délimite à l'instar de la couverture d'un volume. La réalisation montre le livre de diverses manières.
En général, l'exposition de l'ouvrage est accompagnée d'un indicatif musical et l'image du livre demeure affichée à l'écran alors que l'intervieweur entame sa première question. J'en donne une illustration ici avec un entretien de Romain Gary de 1960. Ça, vous avez... Voilà comment s'ouvre un entretien et en général donc, ça se clôture sur la même image avec seulement l'indicatif musical. La promesse de l'eau de Romain Gary, dont les racines du ciel, vous en souvenez, ont obtenu les concours en 1956. La promesse de l'aube est une autobiographie. Romain Gary, vous êtes actuellement consul général de France à Los Angeles, mais vous êtes d'origine russe, n'est-ce pas? Je suis naturellement. On reviendra à Romain Gary plus tard. Il va revenir. Le plus souvent, la couverture du livre est entièrement visible, comme dans ce cas-ci, et j'en ai ici deux autres exemples. Elle ne l'est parfois que partiellement. Par exemple, lorsque Gary revient sur le plateau après le prix Goncourt qu'il obtient en 1956 pour Racines du ciel, le cadrage se resserre. Une autre apparition de Gary à Lecture pour tous indique aussi, il était un bon client de Lecture pour tous, Une autre apparition de Gary à Lecture pour tous indique que le livre n'est pas toujours montré à la verticale, mais que sa disposition peut varier. Bon, ça c'est pour la fonction encadrement du livre, encadrement de l'interlocution. Il arrive que le livre déborde sa fonction de délimitation d'une séquence de dialogue, pour valoir comme objet, c'est-à-dire du point de vue de ce qu'il a à offrir dans sa matérialité. Ainsi, en mai 1954, Pierre Desgros, qui annonce l'entretien avec Paul Claudel, dont on a vu un extrait, invite le téléspectateur à admirer l'édition fort luxueuse de Jeanne d'Arc au bûcher, richement illustrée par les gravures sur cuivre d'Albert Descaris. Et donc il introduit l'entretien, mais avant cela, il présente le livre, et le livre va être montré à l'écran, montré comme objet. Nous ouvrions un livre qui vient de paraître, mais qu'on ne voit pas dans les vitrines des libraires, car il s'agit d'une édition fort luxueuse de la Jeanne Bûcher de Claudel, illustrée de gravures d'Albert Descaris, et qui vient de paraître aux éditions Georges Guillot. Nous allons, si vous voulez bien, tourner ensemble la couverture de ce livre et le feuilleter. Admirer la richesse donc, du livre, comme le propose Desgros, ça dure 2 minutes. Donc, je ne montre qu'un court extrait. Donc, il y a à la suite du discours de Desgros, il y a cette séquence filmée au cours de laquelle les pages du livre sont effectivement feuilletées sur fond musical, de sorte que le téléspectateur peut évaluer la qualité du travail d'édition fourni pour la publication de ce volume. Aux 2 minutes d'exhibition du livre s'enchaîne la présentation de la couverture de l'essai de Raymond Hourcel, consacré au procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, qui ouvre et puis qui clôt l'entretien de Dumayet avec l'archiviste de la Savoie, donc M. Hourcel. Suite à cet entretien, Desgros introduit la séquence consacrée à Claudel qu'on a vue, qui se referme sur une nouvelle démonstration de la richesse de l'édition parue chez Georges Guillot, sans musique cette fois. Montrer le livre permet certes dans ce cas d'encadrer une métaséquence dédiée à Jeanne d'Arc avec Hourcel-Claudel. Mais surtout, il permet de mettre en valeur un objet qui dépasse son statut de vecteur d'un texte, de dispositif sémiotique, pour valoir à titre de support médiatique susceptible d'être manipulé et significatif de certaines pratiques de production et de réception, mais encore d'autre part à titre de symbole, en tant qu'il représente une forme de prestige qui est susceptible de revêtir le livre dans un contexte culturel donné. Voilà, premier exemple de la matérialité du texte littéraire. Deuxième exemple, la question de la lecture, les scènes de lecture du texte. Le livre est aussi présent à l'image lors de ces scènes. Le texte littéraire, il devient d'une certaine façon un objet sonore, c'est là le propos. La lecture revient tantôt à l'intervieweur qui cite un passage du livre, tantôt à l'écrivain qui en donne une interprétation. Car les finalités de lecture divergent selon le statut du lecteur. Pour présenter le livre d'André Schwarzbart, Pierre Dumayet procède ainsi à une lecture intégrale des premières pages du Dernier des Justes. La lecture du livre intègre la dynamique de questionnement, à titre de procédé d'objectivation du discours. Elle fonde l'entretien, garantissant la validité des questions de Dumayet. En l'occurrence, l'intervieweur documente sa propre démarche qui, en vertu des propos lus, portera sur la problématique des justes. Il s'appuie explicitement sur sa lecture dans son questionnement.
dans le questionnaire qu'il adresse, disons, à Schwarzbart. J'ai rappelé tout à l'heure, dit-il, ce que c'était qu'un juste, et là il évoque sa lecture, et il embraye. Ernie Lévy, notre contemporain, se conduit-il comme un juste et quel est ce comportement? Construire l'entretien d'écrivain sur la lecture d'un texte dont ce dernier est l'auteur articule l'éthique journalistique, puisque Dumayet justifie et motive son questionnaire, et la critique littéraire ou encore une approche philologique dans la mesure où l'œuvre et son interprétation occupent une place centrale dans le discours. Et je reviendrai sur le discours critique avec Gary précisément. Tout autre sont les effets visés dans le cas d'une lecture de son texte par l'écrivain. D'une part, elle illustre et soutient le commentaire de l'œuvre qui est proposé au cours de l'entretien. D'autre part, elle ajoute une valeur au texte, qui correspond à l'interprétation qu'en propose l'écrivain et qui se traduit dans son élocution. Cette valeur ajoutée au texte écrit sous-tend ainsi la demande que fait Pierre Desgros à Louis Aragon. Je vous diffuse l'extrait. Est-ce que je pourrais vous demander de lire un passage quelque part de ce poème? Je sais d'ailleurs que vous en avez lu pour un disque Micro-Sillon qui est édité, je crois, par Pathé Marconi. Oui, mais pour Pathé Marconi, j'en ai lu pendant 50 minutes. Alors ici, ce sera seulement un échantillon, si vous voulez. Je vous lis les derniers vers à la fin d'une partie qui s'appelle justement « Pareil à ceux qui s'aiment ». Et dans cette partie, c'est justement là que j'essaye de montrer l'aspect qu'aura l'homme de l'avenir. Et comment c'est dans le couple qu'il trouve son point de départ. Car rien, jamais, la cime ou le poème, ni l'art ailé, ni l'azur des problèmes, rien ne fait l'homme et la femme si grands que cet amour l'un l'autre qui les prend. Heureux les gens un jour, pareils à ceux qui s'aiment dans un univers différent. Et naturellement, cette strophe même me ramène au point de départ de ce poème, à l'origine de l'inspiration de ce poème, comme d'habitude à Elsa. Il faut savoir qu'il y a des entretiens radiophoniques d'Aragon où il parle presque comme il lit. Donc c'est un ton qui lui convient, visiblement. Comme le suggère l'existence d'un enregistrement des lectures sur disque Micro-Sillon qui sont évoquées au début de la séquence, le fait que le poète prête sa voix au texte qu'il a écrit constitue une expérience de choix. Les lignes typographiées se voient en effet actualisées par la voix dans lesquelles elles s'enracinent, selon une sorte de point de vue métaphysique, aboutissant dans une forme accomplie de ce que Philippe le Jeune identifie comme un présupposé de l'entretien, c'est ce qu'on a vu, à savoir le retour à l'origine de la voix qui énonce l'œuvre. Participant de la mythologie d'un dieu dictateur qui est énonciateur de sa création, la récitation du texte le rendrait à sa source. Sur le plan de l'effet produit par la scène de lecture, l'écrivain l'incarne lorsqu'il le lit. En deçà du discours critique qui accompagne la lecture de la strophe des yeux et la mémoire, et en deçà du sens que l'auteur peut donner au texte à travers sa prosodie, c'est la performance de la création qu'incarne l'écrivain lisant son texte. Dernière modalité d'incarnation du texte, l'entretien imaginaire. L'entretien imaginaire ressorti à une logique analogue d'incarnation, il se déploie pourtant selon d'autres modalités. Le texte source n'est pas lu et la dimension visuelle est massivement investie. Du point de vue de Pierre Desgros, ce type d'entretien a pour vocation de rendre compte du livre suivant une approche vivante. Les interviews imaginaires sont nées d'une incapacité, celle de pouvoir s'entretenir avec un écrivain mort ou injoignable. Pour rendre compte des romans de Faulkner ou de Dos Passos, nous avions alors deux méthodes, soit Max Paul Fouché en rendait compte et faisait une critique du livre, soit on tentait une approche plus vivante. Dans ce cas, on plongeait dans ce que j'ai appelé le chiquet. Puisqu'on ne pouvait avoir l'auteur, on imaginait par exemple un personnage de roman dont on voulait parler, d'où l'interview imaginaire. Un acteur jouait le rôle, mais souvent, ça trompait les téléspectateurs qui pensaient que le personnage existait vraiment. Dans l'émission du 6 février 1957, le personnage de roman est aussi l'auteur du livre qui donne lieu à l'entretien. Ce livre, c'est « Les voyages du père Labatte aux îles de l'Amérique ».
Desgroupes ouvre l'entretien sur une présentation de ce très grand voyageur qui appartient à cette catégorie de missionnaires qui sont toujours extrêmement prenants et extrêmement sympathiques. Voyons donc. Délivré. J'ai imaginé que si nous avions la chance de l'anachronisme devienne une réalité, nous pourrions avoir évidemment le Père Labat de lecture pour tous, ou peut-être ça va avoir magazine des explorateurs et poser des questions, comme nous posons des questions à des gens soit qui rentrent de voyage, soit qui viennent de publier un livre, et c'est le cas pour lui, il rentre de voyage et il vient de publier un livre. Alors, nous allons supposer, si vous voulez, que ce miracle est possible, et nous allons imaginer ensemble les questions que nous pourrions poser au Père Labat, et j'allais dire les réponses qu'il pourrait nous faire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les imaginer, puisque dans le fond, elles sont déjà dans son livre. Alors attention, vous allez voir le Père Labat de lecture pour tous. Mon père, j'ai l'intention de vous demander quelques souvenirs de vos séjours aussi. Parfaitement. Tenez, regardez ce que je viens justement de recevoir. Bon, on voit donc le plateau de télévision voit surgir l'explorateur tout droit de la fin du XVIIe siècle, le Père Labat en costume de missionnaire consultant une carte. Dans cette mise en scène, la carte embraye l'entretien auquel elle sert de prétexte. Desgroupes utilise ce motif pour lancer sa première question, c'est la carte de vos voyages, qui permet au Père Labat de développer un discours essentiellement biographique. Il relate son expérience, soit la fable, les récits de ses voyages, que recueille le livre. L'entretien imaginaire s'avère une entreprise spécifique en vue de donner corps au texte via la figure fictive de l'écrivain. Il repose sur une lecture préalable de l'œuvre, traduite sous forme dialoguée. Le genre narratif connaît en ce sens une conversion sur la scène de l'entretien d'écrivain qui le remédiatise en fonction de ses propres possibles et de ses propres contraintes. Ainsi, des propos qui existent exclusivement sous forme écrite, ce sont les réponses déjà écrites dans le livre du Père Labat, ces propos qui existent sous forme écrite deviennent des réponses orales à des questions qui leur succèdent d'un point de vue génétique. Les questions apparaissent après l'existence des réponses. Les lettres prennent vie, c'est l'approche vivante sous l'œil du dispositif médiatique. Dans le cadre de Lecture pour tous, la présentation de la littérature sous un genre matériel, via l'image de l'objet livre, la lecture orale du texte ou sa mise en scène imaginaire, participe de cette approche vivante que rend possible la télévision. La fonction des animateurs joue à plein. Il s'agit de sortir le texte de son usage traditionnel, en particulier dans la perspective historique des pratiques qui ont cours depuis plusieurs siècles en Occident, la lecture individuelle et silencieuse d'un objet fréquemment tenu pour le véhicule transparent du texte. Porté à la télévision, c'est-à-dire remédiatisé, le texte littéraire connaît un déplacement des pratiques qui lui sont associées. Dans ce décalage, l'expérience proposée permet de réévaluer l'œuvre à une aune nouvelle qui ne lui est pas propre. Comme promis, je reviens aux usages du dispositif de production et de diffusion de l'entretien et donc de l'impact que peut avoir en somme la réalisation de l'entretien. Dans son essai de poétique de l'entretien radiophonique intitulé « Le roi Midas et son barbier », Jean Amrouche explique avoir eu l'idée, suite à ses parties d'échecs avec André Gide, de remplacer l'échiquier par un micro et de remplacer le déploiement des pions par un échange de paroles. Il importe de retenir de la métaphore échiquéenne que l'entretien d'écrivain dépend d'un dispositif technique, par exemple le micro qui remplace le jeu d'échecs, qui conditionne l'interaction entre les participants à l'entretien. Quoi qu'il arrive souvent que les traces d'un tel dispositif technique soient soigneusement effacées dans l'émission qui est livrée aux téléspectateurs au nom d'une esthétique de la transparence, le dispositif continue d'opérer à titre de condition de possibilité et de facteur structurant de la réalisation, en l'occurrence de Lecture pour tous. Simon Terland fixe la caméra de sorte à s'adresser aux téléspectateurs. Le micro s'affiche tout simplement comme tel à l'écran dans l'entretien entre Louis-Ferdinand Céline et Pierre Dumayet. Je ne sais pas si vous pouvez distinguer le micro. Il se trouve ici. Autre cas de figure, la conversation qu'a Henri Miller avec Pierre Desgroupes, dans laquelle ce dernier signale que l'émission marque la première apparition de Miller à la télévision et, en fait, je le cite, la première fois qu'il est devant une caméra de télévision. Donc la caméra est bien présente, qu'on le veuille ou non. Qu'il soit désigné en acte, comme Monterland le fait, figuré, comme chez Céline, ou objet d'un commentaire, comme dans l'entretien avec Miller, le dispositif s'avère incontournable.
Dans une autre émission télévisée de la fin des années 50, qui s'appelle Gros Plan, et qui donne la parole à une personnalité, l'écrivain Jean Guéhenno souligne encore la prégnance de l'appareillage technique. C'est une assez étrange épreuve d'être là devant vous, dit-il, il est face caméra, et par comble pour parler de soi. Là, dans cette grande lumière, sous toutes ces lampes, devant toutes ces machines qui me regardent et m'épient, et qui, toutes braquées vers moi, semblent tout entrer en moi pour y détruire mes secrets. Combiné au genre de l'entretien d'écrivain, l'ensemble des appareils télévisuels forme le dispositif médiatique au sens large. Pour autant, l'usage de l'appareillage technique ne double pas simplement le fonctionnement de la conversation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche dans Lecture pour tous de la part du réalisateur de suivre la dynamique de l'échange question-réponse, de le redoubler par un jeu de chant contre chant. Donc on ne substitue pas, le dispositif technique ne se substitue pas à la conversation. Au contraire, le montage des séquences de Lecture pour tous se caractérise par l'enchaînement de plans fixes d'une durée plus ou moins longue. Le plus souvent, intervieweur et interviewé apparaissent en plan large avant que l'écrivain soit vu en plan taille ou poitrine. Les questions de Desgropes et du Maillet sont fréquemment entendues alors que l'image affichée à l'écran est celle de l'écrivain. Donc il est hors champ à ce moment-là, l'intervieweur. Enfin, la réalisation propose une série de gros plans, comme on a déjà vu des exemples, sur le visage et les mains de l'écrivain, plus rarement sur le visage de l'intervieweur. Ce dernier type de cadrage est attribué à Jean Prat, qui réfute l'idée selon laquelle le gros plan serait une pratique systématique. On parle toujours de mes gros plans, de mes mains ou de pieds. Pardon, je reprends. Donc Jean Prat nous dit « On parle toujours de mes plans de mains ou de pieds comme si je le faisais systématiquement. Ce n'est pas un procédé. Je le fais quand je pense que la façon de croiser les mains ou de tenir une cigarette fait partie du personnage. » Ce faisant, Lecture pour tous établit un contact avec le téléspectateur qui trouve sa source dans le rapport qui s'instaure entre le visage de l'écrivain en gros plan et celui précisément du téléspectateur. C'est un rapport que le gros plan rend possible. Delaveau, dans son examen de la télégie de la parole, observe ainsi que l'effet gros plan tient à une réalité psychologique. Autrement dit, c'est le rapport entre le visage sur l'écran et le téléspectateur qui crée le sentiment de proximité. Partant, l'usage du gros plan accentue la dramatisation du dialogue, ainsi que l'illustrent les images de l'entretien de Schwarzbart, qui donnent à voir la tension que traduisent son visage, le visage et les mains de l'écrivain. De la même façon, l'esthétique télévisuelle propre à Lecture pour tous situe l'entretien d'écrivain sur le terrain d'un authentique dévoilement de soi. C'est pourquoi Marguerite Duras avoue être marquée par la sincérité qui transparaît de son dialogue avec Du Maillet. Dans l'intimité de son propre lieu, il semblerait que l'entretien se déroule chez elle, Duras confesse en effet sa peur d'écrire sans recourir à l'alcool le livre qui deviendra Le ravissement de l'Olvestein. Dans quel état trouvez-vous Marguerite Duras lorsque vous avez commencé à écrire ce livre? Je suis très malade et il y avait longtemps que je n'avais pas vu. Malade de quoi? Je ne veux plus du tout boire d'alcool. J'étais malade à raison de ça. C'était la première fois que j'écrivais sans alcool. Et tout. C'était très différent. C'était très dur. Très dur? Très dur. Vous vous sentiez autre? Oui, enfin, c'est toujours dur d'écrire, mais là, j'avais bien plus peur que d'habitude. Vous avez eu peur d'écrire mal? J'ai eu peur d'écrire n'importe quoi. Vous n'avez pas d'autre peur? Oui. Et ce sujet qui commençait par la folie, vous, à ce moment-là, étant privé d'alcool, ça n'a pas déterminé d'autre peur que celle que vous me disiez tout à l'heure, c'est-à-dire celle d'écrire mal ou autrement? Un petit peu. Un petit peu. C'est-à-dire? La folie devenait plus familière sans l'alcool. Cette folie-là n'était plus familière qu'avant. Vous n'avez pas pu vous identifier à elle un peu trop? Non. En raison même de son usage du dispositif technique, cette émission qui recueille la confession de Duras tend vers l'envoûtement, selon le mot du réalisateur Roger Iglesias.
Je le cite, « Pour entretenir l'obsession de cet œil, le petit écran braqué sur le spectateur qui l'envoûte un peu, dans cet écran, il faut inscrire un visage qui l'occupe le plus possible. » Duras, qui bénéficie dans cette séquence d'un surcroît de présence, en raison du gros plan, semble complètement vu. Du moins, le discours et sa diffusion télévisuelle concourent à rendre une expérience intense de l'entretien. Duras en remarque la valeur unique en 1992, 28 ans après l'entretien, quand Dumayet lui offre de visionner ce document de 1964. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Marguerite? Je suis très ému. C'est la sincérité qui me frappe. Il ne faut pas le passer à la télévision. Il faudrait le passer aussi, parce que les gens vont être fous de ça. Parce que dans aucun article, on a dit ce que je dis. Il y a beaucoup de livres sur moi. Il y a eu beaucoup de livres sur moi. On ne l'a jamais dit comme cela, avec cette conviction. Vous me suivez admirablement, comme si vous me guettiez. La sincérité qu'évoque Marguerite Duras résonne avec le régime de vérité-dévoilement qui préside au fonctionnement de l'entretien et que modalise l'émission télévisée, en particulier avec son usage du gros plan. Elle a trait à l'émotion, je suis très ému, c'est-à-dire qu'elle se déploie sur le plan d'un rapport affectif du téléspectateur, en l'occurrence Marguerite Duras elle-même, à l'événement de l'entretien. L'effet d'intensité qui découle de l'entretien de Duras fait écho à celui analogue qui résulte de l'entretien de Mauriac. Dans les deux cas, sur le plan discursif, il ressortit en effet à la scène de confession, au cours de laquelle les écrivains se détachent de leur image préalable. Ils la réajustent, ils la reconfigurent. Bien plus, l'exemple du dialogue Dumayet-Duras confirme que le dispositif discursif ne fonctionne pas indépendamment du dispositif technique. Comme chez Mauriac, la réalisation s'attarde sur le visage des écrivains qui se confessent, tirant profit des effets qu'engendre le gros plan. Et là, on voit qu'il y a une sorte d'insistance de la caméra sur Marguerite Duras, et on lui demande, quand on lui demande est-ce que c'est vraiment très dur, il y a une sorte d'insistance du dispositif pour arracher cette réponse en quelque sorte. J'en viens à ma dernière partie qui me permettra de me diriger vers la conclusion, puisque finalement elle brasse l'ensemble des éléments qui ont été mentionnés jusqu'à présent. À travers les entretiens d'écrivains qui la composent, l'émission Lecture pour tous contribue à télédiffuser la littérature. La circulation du discours littéraire a dès lors lieu tout à la fois en fonction des propriétés discursives du genre et de celles du support télévisuel. En particulier, le programme produit par Pierre Desgros et Pierre Dumayet recourt à une scénographie de l'intensité qui consiste à surdéterminer une différence de potentiel, soit la résistance de l'écrivain, discernable tant sur les plans cognitifs qu'affectifs, à une résistance, donc à une série de représentations tenues pour donner. L'effet d'intensité résulte d'un décalage possible, intentionnel ou non, entre ce qui se passe dans l'entretien et ce qui pouvait y être attendu. S'ensuit un effet de dévoilement. En ce sens seulement, et non dans l'absolu, l'écrivain est complètement vu. Dans le même temps, c'est le jeu de force dans lequel entrent les discours et les représentations qui se donnent à voir, avec plus ou moins de clarté. La diffusion de la littérature dans l'entretien de Lecture pour tous engage en effet des sens et des valeurs qui s'y redéfinissent selon les usages qui sont faits de l'entretien. Car les procédures de transformation des discours et des représentations dans leur circulation, et en l'occurrence c'est dans l'entretien, ces procédures de transformation sont doublées par un plan imaginaire, fantasmatique, qui les juge et les valorise, de sorte que toute mise en circulation implique un jugement et une évaluation de ces discours et représentations. Autrement dit, produire un entretien revient à confronter, évaluer et reconfigurer de facto des systèmes de valeurs, par exemple ce qui est tenu pour être digne de la qualification littéraire, les bonnes manières de lire une œuvre, la beauté de l'objet livre, soit les grandeurs en fonction desquelles est produit et reçu l'entretien. C'est pourquoi il convient maintenant d'envisager l'entretien du point de vue des usages qui en sont faits en vue d'une efficacité donnée. En particulier, diffuser la littérature auprès du public et déterminer la réception de l'œuvre à travers un discours qui s'apparente à la critique littéraire. Pour Jean Darcy, Lecture pour tous mérite son intitulé. L'émission s'adresse en fait à des publics variés et se tient à distance de toute forme d'élitisme qui ferait d'elle une production destinée à quelque intelligentsia. Lecture pour tous n'était pas du tout, à mes yeux, une émission d'intellectuels, de happy few qui lisaient. Je suis convaincu que Lecture pour tous a été comprise, qu'elle a ouvert tout un univers à un très large public qui ne croyait pas que les livres puissent être intéressants, utiles.
En écho au leitmotiv de la télévision publique française, informer, cultiver, divertir, Lecture pour tous véhicule l'intérêt et l'utilité des livres auprès du téléspectateur. Elle leur arrache la peur du livre, selon le mot de l'éditrice Françoise Verny au sujet des émissions littéraires. Or, l'audience touchée est loin d'être négligeable, puisque dans les années 60, alors que l'offre s'est déjà diversifiée, notamment avec l'avènement de la deuxième chaîne au tournant des années 63-64, dans les années 60, l'audience est évaluée à environ 30% des téléspectateurs. Sophie de Closet observe que les genres massivement représentés dans Lecture pour tous sont les romans, les essais et les livres d'histoire, qui ne cumulent pas moins de 93% de la totalité des livres présentés. Les genres minoritaires sont la poésie et le théâtre. De Closet attribue cette répartition à la télégénie des premiers genres cités, soit à la possibilité pour les auteurs de prendre la parole à la place de leurs livres. Si la répartition de ces genres n'est pas contestable, l'argument selon lequel certains genres s'avéraient davantage télégéniques peut être nuancé. Ainsi, la formule de l'entretien télévisé n'empêche pas Aragon de se lancer dans une défense du sonnet, ni d'esquisser la poétique au principe de son travail de poète dans Les yeux et la mémoire. De même que Claudel soit interviewé à l'occasion de la réédition de Jeanne d'Arc au bûcher, qui est une pièce dramatique, et de ses mémoires improvisées, soit des entretiens, tout cela n'entame nullement le droit de parole de l'écrivain, car les contenus abordés dans l'entretien portent principalement sur des questions de poétique et sur des éléments biographiques. En réalité, le critère de la notoriété des auteurs paraît plus déterminant. Ainsi, et là je cite de Closet qui observe cela aussi, recevoir le lauréat d'un des principaux prix littéraires de l'automne, c'est à la fois inviter un écrivain distingué par ses pairs, dont tout le milieu littéraire parle, et l'auteur d'un best-seller. La liste des prix littéraires, assortie d'une réserve pour les 3 premières années, la liste des prix littéraires montre que sur 11 ans, seuls 6 lauréats des principaux prix n'ont pas été invités à Lecture pour tous. Fait significatif, pour un peu plus de la moitié, les récipiendaires ont été reçus avant leur distinction. La coïncidence de la notoriété de l'écrivain, éventuellement naissante, puisque l'auteur pour tous médiatise une série d'auteurs avant qu'il soit institutionnellement reconnu à travers les prix. La coïncidence de la notoriété de l'écrivain et de la diffusion de son œuvre à travers un média tel que la télévision engendre un effet boule de neige, puisque l'écrivain célèbre, ou en passe de l'être, voit croître son capital de visibilité. Lecture pour tous concourt de la sorte à construire ce que Jean Pétard appelle la médiacritique littéraire, c'est-à-dire ce discours médiatique situé au sein de l'espace associé au sens que lui donne Mingnaud, qui donne d'une certaine façon une prolongation, il prolonge l'œuvre littéraire, en l'occurrence à la télévision, et relaie une représentation de la littérature, de l'écrivain, du lecteur, du texte. C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'usage critique de l'entretien à Lecture pour tous, et ce sera mon dernier point. Pour André Bazin, Lecture pour tous n'est pas seulement une excellente émission de critique littéraire à la télévision, mais par la télévision, dit-il. En effet, Lecture pour tous permet à l'écrivain de positionner son œuvre dans le territoire de la littérature, en particulier par rapport aux valeurs qui ont cours et en fonction desquelles est évalué le texte littéraire. Le discours de Nabokov est très clair de ce point de vue. L'entretien, de toute évidence préparé à l'avance par l'auteur de Lolita, puisque celui-ci paraît consulter des notes dissimulées derrière une pile de livres, a notamment pour fonction d'ajuster la réception de son roman. Ainsi, n'y a-t-il pas lieu de lire Lolita comme la biographie de M. Nabokov, apprend-on. Non, que lui. Je vous tiens un exemple du colibri. Que vous ayez fait commettre à votre personnage à travers des erreurs que vous n'eussiez jamais commises, n'est-ce pas là l'indice que vous avez voulu trouver, plus ou moins consciemment, qu'il n'y avait aucun rapport entre votre personnage et vous, que vous n'êtes absolument pas un Vert. Oui, peut-être que je vais trouver cela, mais il me semblait plus difficile, c'est d'ailleurs plus artiste, de donner à mon personnage non seulement des sentiments qui ne sont pas les miens, mais aussi des idées que je ne partage point. Malheureusement, puisque le lecteur n'est pas censé connaître M. Nabokov, je reste seul à apprécier cette différence. Mais ne peut-on pas dire que c'est au moins pour vous prouver à vous-même qu'il y a aucun rapport entre vous et votre personnage, vous avez fait cela? Si vous voulez, c'est possible. En insistant sur la dissociation entre le personnage narrateur, Humbert, et lui-même, l'auteur, Nabokov, conditionne la lecture de Lolita, qui, à l'en croire, devrait être évaluée à l'aune de sa nature plus artiste.
Nabokov s'est d'ailleurs d'emblée donné la peine de définir dans l'entretien la manière dont doit se comporter à ses yeux le bon lecteur. Je le cite, « Lorsque j'écrivais Lolita, j'écrivais pour moi-même, c'est-à-dire pour le meilleur lecteur que je connaisse. » Qu'est-ce qu'un bon lecteur, lui demande Pierre Dumayet. Le bon lecteur est celui qui ne cherche pas une émotion ou un double, mais le plaisir artistique. D'ailleurs, j'ai trouvé depuis beaucoup de lecteurs aussi bons que moi. Nabokov en appelle donc à un lecteur capable de discerner le plaisir artistique. L'entretien télévisé lui permet de développer son propre discours critique ou médiacritique au sujet de son œuvre. De même, Romain Gary revient sur le plateau de Lecture pour tous 2 mois après sa première apparition afin de réagir à ce qu'il nomme le bruit et la fureur qui succèdent à l'obtention de son prix Goncourt en 1956. Et on va voir qu'il se réapproprie les discours critiques qui portent sur son livre. Et nous commençons par, une fois de plus, par les racines du ciel de Gary. Là, on va demander à Romain Gary de revenir devant nos caméras pour présenter une fois de plus, même son livre, mais simplement pour lui permettre de répondre à certaines critiques, car il est bon ton de dire que ce Goncourt-ci vraiment est très mal écrit. Hein, c'est bon ton de dire ça. C'est exact, c'est exact. C'est bon ton de dire ça, je dois dire que j'en ressens un certain plaisir, une certaine joie, parce que un Goncourt qui n'est pas attaqué, un Goncourt qui n'est pas discuté, eh bien, je ne sentirais pas que je suis né. Maintenant, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose puisqu'on m'attaque. Et puis, je dois dire que lorsque vous habitez l'étranger, à 10 000 km de la France, c'est une telle joie de voir que pendant la période historique que nous traversons, le temps difficile que nous vivons, c'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre a vraiment résolu des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'est merveilleux. Je crois que c'est le seul pays au monde, et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela. Vous embrassez que Berlin. Écoutez, Bon, Gary proposa une contre-critique de Racines du ciel et ajoute une valeur supplémentaire à l'ouvrage dans la mesure où, parce que le livre est attaqué, il a l'impression d'avoir fait quelque chose de remarquable. L'auteur retourne ainsi l'argument du livre mal écrit en sa faveur. Il tire ainsi parti du présupposé selon lequel quelque chose comme une bonne écriture existe aux yeux d'une doxa critique et se positionne contre ce qui est de bon ton au nom d'un implicite selon lequel seule vaut l'œuvre littéraire véritablement efficace qui fait quelque chose. Comme lieu de circulation des discours propres à la littérature, la télévision contribue ainsi à construire la médiacritique. Inévitablement, le déploiement de l'horizon normatif à l'aune duquel est jugé le littéraire compose avec les principes scénographiques propres à l'émission. En somme, avec la polarisation rhétorique de l'espace de communication partagé par le téléspectateur. Ce téléspectateur reçoit donc le discours littéraire à travers un dispositif médiatique de l'entretien, de lecture pour tous et, ultimement, à travers le petit écran, dans une reconfiguration des logiques d'évaluation des discours et des représentations en jeu. Au moment de jeter un regard sur le cheminement parcouru, force est de constater qu'il ne constitue qu'un premier pas, et surtout une vision partielle de l'entretien dans Lecture pour tous. Les analyses que j'ai proposées se sont concentrées sur les effets esthétiques du discours médiatique, dont il s'agissait de mettre au jour les principes de fonctionnement. En cela, cette présentation visait à montrer certaines modalités spécifiques selon lesquelles le discours littéraire, le livre et l'écrivain font l'objet d'une diffusion conditionnée sur le plan générique, c'est l'entretien d'écrivain, et médiatique, la télévision. Certes, parce qu'il est traversé de discours et de représentations qu'il prend en charge, le cas particulier de l'entretien de Lecture pour tous s'inscrit dans des logiques qui le précèdent et le dépassent, et qui ont principalement trait à une histoire, celle de la figure de l'écrivain, à une histoire du livre et de sa réception, mais aussi à une histoire des médias. Bien plus, il en est un jalon, à titre de première émission française consacrée à la littérature. Il conviendrait donc de pouvoir ressaisir cet objet, à partir des analyses du fonctionnement de l'entretien, dans les dynamiques dont il participe. Ce sera la suite logique de ce travail, qui peut-être sera entamé par vos questions et commentaires. Je vous remercie de votre attention.